Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Ghana et de la lutte contre la corruption. Le président sanctionne plus de 40 proches. Le président John Mahama a annoncé ce lundi des sanctions contre certains responsables du pays. Ils sont plus de 40 à donc subir l'application du nouveau code d'éthique permettant de lutter contre la corruption au Ghana. Les personnes visées doivent verser 3 mois de leur salaire pour des sanctions et 4 mois pour financer le Mahama Cares, le fonds de soutien aux œuvres sociales et humanitaires au Ghana, un fonds créé par le président ghanéen. Donc 4 mois de salaire au total à verser en matière de sanctions pour n'avoir pas déclaré leurs biens à temps. Ils ont encore jusqu'au 7 mai pour ceux qui sont sanctionnés de le faire, de risque de voir carrément leur poste leur être retiré. Nous en parlons avec nos invités. Avec sa prise de pouvoir, le président Mahama avait annoncé sa volonté de lutter farouchement contre la corruption. Mais cette lutte contre la corruption, il faut dire que ça démarre fort au Ghana, Beau Soleil. Oui, ça démarre fort. Donc, le président Mahama, au fait, et avant même son accession au pouvoir pour la deuxième fois, je crois que même il a eu à faire à aller aux élections 2 fois de suite et il n'a pas pu gagner. Oui. Donc, au cours de toutes ces campagnes, il prône toujours dans son programme de société, il propose une rupture totale avec l'ancien régime et le système de l'ancien régime. Donc, et quand il a été élu, il a pris fonction. Donc, dans son programme figure dans une très bonne partie et l'autre la lutte contre la corruption, parce que selon lui, c'est par la lutte contre la corruption et c'est ça aussi, c'est pour avoir les ressources nécessaires pour appliquer et exécuter les programmes, surtout sur le plan social. Il faut lutter contre la corruption. Donc, pour lutter contre la corruption, il faut d'abord que ceux qui sont nommés aux responsabilités déclarent leurs biens. Donc, ça a été annoncé au Ghana, le président, il a commencé par lui-même. Il a déclaré ses biens. Donc, ceux qui n'ont pas pu déclarer leurs biens ont été sanctionnés. Et c'est il a envoyé, moi je pense que c'est un signal fort qui a envoyé au peuple ghanéen, ou surtout aux responsables qui sont appelés aux fonctions et les plus hautes fonctions aussi de l'État, que la gestion de l'État, et il faut quand même une bonne gestion de l'État pour pouvoir lutter contre la pauvreté et avoir des ressources nécessaires pour dérouler le programme, le programme pour lequel le président a été élu. Donc, vous savez, la corruption, c'est un phénomène qui aussi constitue un facteur qui bloque aussi le développement, parce que la corruption, ça empêche d'avoir des ressources nécessaires pour pouvoir exécuter des programmes nécessaires pour le développement. Donc, lutter contre la corruption, si le président Mahama arrive à bien gérer ce niveau de lutte contre la corruption, je pense que il y aura quand même des ressources nécessaires pour pouvoir financer ces projets. C'est pourquoi d'ailleurs que clairement il a été annoncé qu'une partie des sanctions du prélèvement qui sera fait de ceux qui ont été sanctionnés ira à son programme, ira financer son programme de humanitaire et social. Merci beaucoup à vous, Beau Soleil Obekou. Russe Donkovi, ça démarre fort avec la lutte contre la corruption au Ghana. Plus de 40 personnes déjà dans le viseur du président. Ils ont jusqu'au 7 pour déclarer leur patrimoine après avoir justement payé l'équivalent au total de 4 mois de salaire. Sinon, ils seront carrément virés de leur poste. Oui, est-ce que ça... Mettons que j'aime bien, ils sont dans
dans la bonne dynamique. Et pour nous qui sommes francophones, oui, cela nous fait bizarre parce qu'on n'y est pas habitué. Ils sont à un niveau où, au niveau politique, celui qui arrive veut montrer qu'il est capable de faire mieux que celui qui est parti. C'est dans cette dynamique. Puisque Nana Akufo-Addo a été marqué, bon, du moins son mandat, ces 2 mandats ont été marqués par des scandales de corruption. Exactement. Donc Mahama, il vient pour avec montrer une certaine rigueur. Voilà, une certaine rigueur pour montrer autre chose, surtout qu'il a déjà été président et que, justement, il a déjà été président pour un mandat. Il n'a pas été reconduit. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des manquements. On a pensé qu'on pouvait trouver mieux. Et maintenant, ceux qui l'ont invectivé avant et qui ont remporté les élections sont ceux à qui il veut prouver qu'il peut faire nettement mieux qu'eux. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau. Je pense que le plus beau cadeau que le Ghana puisse s'offrir, parce que le Ghana s'offre à la démocratie. Quant à la prise de décision, oui, elle est normale. Si vous n'avez pas respecté les textes, il va de soi que vous soyez frappé par eux. Les 40 proches n'ont pas déclaré leurs avoirs. Il va de soi qu'il y ait des sanctions parce que s'ils ne sont pas à même de faire les choses correctement, il y a dans les populations, dans les intellectuels ghanéens, 40 autres personnes qui sont capables de les remplacer et de faire convenablement le boulot. Et je pense que c'est ça. Il faut une certaine rigueur dans l'action et cela réconforte les populations parce que le souci de la plupart des populations, c'est le sentiment que on peut être meilleur que ce que l'on est. Et que en réalité, si on n'est pas meilleur que ce que l'on est, c'est qu'il y a des manquements dans la gestion de l'État, dans la structuration des choses, dans la minutie de l'application de ce qu'on s'est promis de faire. Et c'est un bel exemple qu'un président puisse prendre ses décisions, surtout qu'il s'agit de ses proches, et montrer que s'il le fait au niveau de ses proches, c'est qu'il ne fera pas moins au niveau subalterne. Et donc ça permet de recadrer tous les agents de l'État, toutes les entreprises, toutes les populations, parce que on sait que le Ghana a connu une crise assez violente, une crise économique et financière assez violente, et que le Ghana, pour progresser, doit se redresser. Donc pour moi, c'est tout bénef et c'est un exemple à suivre. Mais les mesures, est-ce que ces mesures ne sont pas très dures parce que au-delà de cette déclaration de patrimoine, il interdit par exemple certains cadeaux, des pots de vin qu'on fait à des gens, la création des entreprises qui pourraient créer des conflits d'intérêts parce que ceux qui sont dans l'administration publique n'ont plus ce droit. Il faut éviter de prendre peut-être de recevoir des cadeaux dépassant 20 000 Ghana cedis, l'équivalent de 1450 $ américains. Est-ce que finalement les Ghanéens pourront supporter ce rythme de travail et cette, je dirais, transparence totale qu'exige le président Mahama? Oui, mais après tout, c'est ce que demande le peuple ghanéen. Donc, et toutes ces mesures vont dans la droite ligne de la lutte contre la corruption. Et pour lutter contre la corruption, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui entrent en jeu, et lorsque on annonce ces mesures-là, c'est vraiment, vous l'avez dit tantôt, parce que le régime passé, n'oublions pas que pendant 8 ans, le président Nana Akufo-Addo, je parle de Mahama a toujours accusé les partisans, Mahama a toujours accusé ceux de Akufo-Addo de corruption, de malgérance du pays, de la malgestion, de la mauvaise gestion du pays et de corruption. Donc, et que quand eux ils arrivent au pouvoir, il faut qu'ils montrent effectivement que ce qu'ils reprochent à leurs prédécesseurs, eux, ils ne vont pas le faire. Donc, on annonce au peuple que pour trouver les ressources pour pouvoir financer les projets, il faut quand même qu'on lutte contre la corruption, et ces mesures-là vont contribuer à vraiment lutter efficacement contre la corruption. Et je crois que c'est quand même le peuple va l'apprécier, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On veut montrer au peuple qu'on peut mieux faire, surtout lorsqu'il s'agit de
de la lutte contre la corruption. Alors, Horus Dankovi, c'est vrai, il a promis de lutter contre la corruption. Les Ghanéens l'ont élu justement pour cela. Mais quand tu es fonctionnaire d'État et que tu ne peux pas recevoir des cadeaux dépassant 20 000 Ghana Cedis, un peu 850 et quelques mille francs CFA, les conflits d'intérêts sont à éviter, des déclarations de patrimoine, et ils ont jusqu'à demain, 7 mai, pour déclarer leur patrimoine. Pour ceux qui sont déjà sous sanction, est-ce que ça ne démarre pas trop fort pour les Ghana? Est-ce qu'ils pourront supporter? Non, ils vont supporter. Et moi, j'aime bien parce que, en fait, si vous voulez, il utilise une démarche qui existait avant. Mais cette démarche-là, pour ce que je sais, elle existait dans les pays communistes. Lorsque l'on vous donnait, vous faisiez un voyage et qu'on vous donnait un certain nombre de cadeaux, lorsque vous reveniez dans votre pays d'origine, ce cadeau-là devait être déclaré au parti. Hein, vous deviez déclarer que oui, voilà, vous êtes parti aux États-Unis, on m'a remis tel collier, on m'a remis tel, je sais pas moi, tel cadeau de telle valeur, et ainsi de suite, et tout ça. Et très souvent, vous deviez même rendre le cadeau. Donc, il y a de la logique à ce processus, et c'est normal que pour nous qui sommes dans les États francophones, on se sente peut-être un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que justement, la plupart du temps, dans nos États francophones, on vit de la signature, on vit du titre. On ne vit pas du salaire. Et c'est le fait que l'on ait le titre et qu'on ait la signature qu'on alimente le bakshish. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nos États sont très difficilement reformables et que très souvent, lorsqu'il y a des mouvements qui souhaitent mettre fin à cela ne marche pas. Parce que les gens, mettons, vous êtes avec un collaborateur, vous avez le même salaire, et que vous estimiez que vous devez revendiquer pour avoir de meilleures conditions de travail. Si votre collaborateur estime que dans les conditions actuelles, il fait 3, 4, 5 fois son salaire, sans que vous ne le sachiez, parce que c'est du bakshish, c'est du... Alors, il va de soi que demain, quand vous lui dites « Viens avec moi, nous allons lutter pour nos droits », il te dit non. Et il va torpiller le mouvement syndical, il va torpiller le mouvement politique, il va torpiller, parce qu'en off, dans le noir, lui, il se fait beaucoup plus d'argent que ce que vous pensez. Et c'est quelque chose, oui, il faut arrêter avec cela. Les gens, ils sont payés pour un service, il s'agit d'argent de l'État, et ils doivent faire le travail pour lequel ils ont postulé et pour lequel ils sont rémunérés. Il faut arrêter avec la politique du bakshish qui fait qu'à un moment, on est dans le clientélisme et on n'est pas dans la surenchère sur les compétences. Alors que justement, on est dans des États où ce qu'il faut primer, c'est les compétences, ce qu'il faut primer, c'est la minutie, c'est l'organisation. Nos États, ils sont riches. Nos États ont des personnes d'expertise. Mais très souvent, ce qui mine le développement de nos États, c'est justement le fait de ne pas être pointilleux sur ces questions-là. C'est-à-dire sur, comment dirais-je, la manière dont nos États sont gérés. Ils ne peuvent pas être gérés si vous êtes en retard par rapport aux autres. Vous ne gérez pas vous ne gérez pas comme ceux par rapport à qui vous êtes en retard. S'ils peuvent se permettre un certain laxisme, vous ne pouvez pas vous le permettre. Nous, on est en retard dans les domaines de la santé, on est en retard dans les domaines de l'éducation, on est en retard dans les domaines de l'infrastructure, on est en retard dans les domaines des projections. Et donc, oui, il va de soi que sur des questions de la corruption, sur les questions de la gestion de la minutie, on doit être beaucoup plus retors, beaucoup plus exigeant que le sont certains pays que l'on prend parfois en modèle. Une leçon pour les autres pays de la sous-région, parce que la sous-région, la corruption n'épargne aucun pays dans la sous-région. Oui, même aucun pays du monde. Donc, c'est quand même une voie à suivre. Et pour lutter contre la corruption et lutter contre la pauvreté. Donc, et lorsqu'on fait bien, lorsque quelqu'un fait bien, donc il faut copier ce qui est bien fait ailleurs. Donc, c'est aussi une leçon. Et certains pays aussi, pas plus tard que ce matin, j'apprenais qu'au niveau de la RDC, par exemple, des propositions sont faites pour qu'on supprime même certaines structures étatiques qui sont objectivores. Voilà, qui sont objectivores pour pouvoir et avoir des ressources, canaliser les trains de l'État. Surtout pour investir
aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation. Donc, des initiatives comme ça qui sont prises, il faut les saluer, il faut quand même encourager ça. Est-ce que des pays pourraient emboîter le pas au Ghana? Oui, bien sûr que si c'est bien avec fait. de telles donc, mesures, ils vont emboîter le pas. Je suis sûr que les populations attendent. Et les dirigeants, vous voyez des dirigeants prendre de telles initiatives? Ah, c'est compliqué. Hein. C'est pour moi, les dirigeants, peut-être, oui, un dirigeant, actuellement, le dirigeant que je vois qui est capable de faire ça, c'est Ibrahim Traoré. Mais la plupart, oui, je veux dire Ibrahim Traoré, peut-être à la limite Ousmane Sonko. Et ça c'est quelque chose que parfois je répète sur le plateau. Ça, c'est parce que ce sont des personnes qui ont une formation idéologique. Ce sont des personnes qui se sont éduquées par les livres, par la recherche et qui ont mûri, avant d'être à la place où ils sont, qui ont mûri des convictions profondes. Donc, par exemple, tout à l'heure, quand je parle de M. Mahamat, quand il parle de la procédure, celle qui est de déclarer les cadeaux, et ainsi de suite, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui se faisait dans les pays communistes. Donc, il faut quelqu'un qui le sache, quelqu'un qui soit curieux, quelqu'un qui lise, quelqu'un qui ait une certaine formation idéologique pour le faire. Et à l'instant T, ceux que je vois au niveau du continent qui sont capables de procéder à une telle mesure, pour moi, je dirais oui, Ousmane Sonko, Ibrahim Traoré au Burkina, Ousmane Sonko au Sénégal. Après... normalement, Bassirou Diomaye Faye. Oui, Bassirou Diomaye Faye, oui, effectivement. Bassirou Diomaye Faye. Bon, après, quand je dis l'un, je pense forcément à l'autre. Et puis après ça, là, le reste, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.